Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Zengue et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un entrepreneur qui a choisi de briser les codes et de défier les tendances. Dans un pays où la majorité des entrepreneurs se tournent vers les services ou le commerce, Donald Dolo a fait le choix audacieux, celui de l'agro-industrie. Il est le fondateur de UILAF, une usine de fabrication d'huile d'arachide, née d'une conviction forte. Le Gabon ne doit pas se contenter d'importer, il doit produire, transformer et valoriser ses ressources. Lancer une usine, ce n'est ni tendance ni facile. C'est un parcours semé d'embûches, d'obstacles financiers, logistiques et parfois culturels. Mais c'est aussi là que résident les vrais leviers de transformation. Création d'emplois, souveraineté économique, impact durable sur les territoires. Cet épisode est à retrouver sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas suivre la foule, mais c'est faire un pas de plus là où d'autres s'arrêtent. Bienvenue dans Conversation avec. Monsieur Olo, soyons francs. D'entrée de jeu, pourquoi vous avez misé sur une usine d'huile d'arachide alors que vous n'aviez même pas encore tous les financements? Est-ce qu'on peut dire que c'est avoir la foi ou c'était juste de la pure, vous me permettrez, inconscience? Okay, merci beaucoup déjà. Je me présente déjà à tout le monde, à tous les téléspectateurs. Je suis M. Donald Olonguema, je suis directeur général de la société UILAF Gabon, qui se spécialise dans la production d'huile d'arachide, de beurre de cacahuète de bouche et de tous les produits dérivés de l'arachide qu'on peut retrouver, du savon, de la farine, des biofertilisants, des biocharbons que nous allons lancer également. UILAF Gabon, on peut dire que c'est un rêve, on peut pas dire que c'est de l'inconscience, on peut dire que c'est une vision. C'est une vision qui a germé depuis 5 ans, qui a été matérialisée depuis déjà les 3 dernières années. C'est parti d'un constat simple, que le Gabon doit commencer à assurer sa souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous importons presque 400 milliards de produits alimentaires au Gabon. Ça veut dire que un Gabonais sur un consomme la plupart des produits qui sont importés d'autres pays qui ont eu le courage d'entrepreneurs, de bâtir des industries et de bâtir ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est parti d'un constat, c'est parti d'un rêve, c'est parti d'une vision, c'est parti d'une problématique de production nationale d'une agro-industrie gérée par des nationaux. Moi-même ayant grandi depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'agro-industrie, je me suis dit, écoute, Donald, il faut que tu te lèves, il faut monter une industrie, quelque chose qui soit à la dimension d'entreprise nationale, internationale, afin qu'on soit fiers de notre pays. Donc c'est une vision qui aujourd'hui se matérialise par une usine que nous avons créée du côté d'Akanda, qui a une capacité de 4 000 à 5 000 tonnes de transformation par an, avec 3 lignes de transformation, donc une ligne de transformation d'huile, de beurre, de cacahuète, et une ligne de transformation de cacahuètes de bouche. Donc pour moi, c'est une fierté. Ça n'a pas l'air très simple, ça n'a pas l'air tout simple ce que vous dites, parce que comme je le disais en introduction, en tant que Gabonais, pas en tant que Gabonais, disons qu'en général, on est habitué à voir qu'on se lance plutôt dans des initiatives qui proposent du service, peut-être parce que c'est plus rentable à court terme, c'est plus rapide à mettre en place. Est-ce qu'on peut résumer votre initiative par le fait que vous n'aimez pas la facilité? Disons que j'accepte de me lancer dans un secteur très compétitif. Je peux dire très difficile à mettre en œuvre, mais lorsque la passion y est et que la méthodologie y est et que l'expérience y est, tout devient facile. Il est clair que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, le marché de l'agroalimentaire à travers le monde, elle vaut aujourd'hui presque 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Et les experts disent que durant les 2 ou 3 prochaines années, elle va doubler. Donc ça veut dire qu'il y a un marché. Et ce marché a des exigences. Et ces exigences, il faut qu'il y ait des Gabonais qui acceptent de se lancer. Aujourd'hui, moi, j'ai cette dizaine d'années et j'ai cette passion qui m'a permis de le faire. Maintenant, il faut mettre les atouts de son côté pour essayer de le régler. Quand on parle d'entrepreneuriat au Gabon, on voit directement les difficultés.
administratifs, financiers, difficultés administratives et financières et ainsi de suite. Cependant, vous avez décidé de vous lancer dans un secteur, comme je le disais encore, qui n'est pas facile du tout. À quel niveau sommes-nous de tout ce parcours pour vous? À quoi est-ce que ça a ressemblé? Est-ce que vous avez réussi à surmonter les obstacles ou vous y allez au jour le jour? C'est un tout. C'est un tout. Il faut déjà comprendre d'abord ce que c'est que l'agro-industrie. D'abord, parce que je trouve que qu'est-ce que c'est? voilà, déjà il faut dire que l'agro-industrie, d'abord dans un premier temps, c'est l'ensemble des entreprises, d'accord, industrielles qui transforment des outils pour le secteur agricole. D'accord. Donc c'est un ensemble d'entreprises. Vous avez des entreprises qui créent des pesticides, des entreprises qui créent des engrais, des entreprises qui créent des emballages, des entreprises qui créent tout un tas, qui créent même des machines agricoles. Ça c'est de l'agro-industrie. Maintenant, le pan qui s'occupe de la transformation des produits agricoles pour en faire des produits finis, c'est ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. D'accord. Voilà, donc l'industrie agroalimentaire. Vous avez l'agro-industrie en général qui regroupe l'ensemble de ces activités agro-industrielles avec des pans, d'accord, de la transformation agroalimentaire. Donc, il prend la matière première brute pour en faire, pour donner de la valeur ajoutée. Par exemple, ici, vous avez par exemple des produits que nous avons là, pour bien expliquer aux Gabonais. Vous avez par exemple ici une matière première comme celle que nous utilisons, qui est quel arachide. Ici, on a une matière première qui est brute. Donc, elle est cultivée au Gabon, elle est récoltée au Gabon. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons un certain nombre d'outils modernes de transformation qui lui donnent de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle peut venir en huile, elle peut venir en beurre, elle peut venir dans tout un tas de choses et qui donne la possibilité de pouvoir ajouter de la valeur et de créer de la richesse. Donc, l'agro-industrie vient pour créer de la richesse. Et cela, il faut comprendre que le parcours, il est simple, mais il faut connaître les codes, il faut connaître la manière dont le mécanisme fonctionne au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon a mis en place un certain nombre d'avantages, d'accord, qui peuvent faciliter le développement, la création de ces agro-industries. Vous avez l'ANPI aujourd'hui qui est là, pardon, pour ne pas les citer, qui aujourd'hui met en place des mécanismes qui permettent de créer tout ce qui est agro-industrie. Vous avez des lois, d'accord, en faveur de l'agro-industrie, en faveur de l'agriculture. Aujourd'hui, à la douane, par exemple, lorsque vous importez des machines agricoles, et ça a été mon cas, j'ai importé des machines agricoles depuis les deux dernières années, beaucoup sont ceux qui ne savent pas que lorsque tu importes des machines destinées à l'agriculture ou destinées à l'agro-industrie, vous avez des taux de douane réduits de 5%. Non. Alors même jusqu'à des taux de douane réduits de 0%. Non. Oui. Aujourd'hui, ça part de 30, 20, 10 à 5%. C'est-à-dire qu'on peut faire venir une machine et on paye à peine 5% de taux de douane. 5% de droit de douane. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience. J'ai importé des machines, mes 3 lignes de transformation. Vous arrivez, vous avez, mais il y a des préalables. Il faut d'abord que vous ayez d'abord une fiche circuit et ensuite que vous ayez des agréments. Donc, les agréments qui sont délivrés par soit le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Industrie, selon, et vous avez la facilité après d'aller vous faire enregistrer à la douane sur la base légale de la douane. Et la douane a des listes des outils et des machines agricoles qui sont exonérés ou à des taux réduits du droit de douane. Donc, ça va des tracteurs, ça va des tracteurs, ça va tout ce qui est lié à l'agro-industrie. Pour encourager, en fait. Pour encourager et pour inciter. Donc, c'est peut-être des choses que les Gabonais ne savent pas. Moi, aujourd'hui, j'ai importé... moi, je ne savais pas. Je suis sûr qu'on est nombreux à savoir. Mais aujourd'hui, les Gabonais doivent le savoir. Donc, quand ils vont en Chine ou partout où vous partez, en dehors, bon, si vous achetez vos machines dans la zone CEMAC, bien évidemment, c'est déjà de fait déduit de droit de douane. Mais si vous achetez ces machines agricoles en dehors de la zone CEMAC, donc moi, c'est en Chine que je me produis, que je m'approvisionne, quand vous l'amenez, vous l'avez. Si vous importez de la matière première, par exemple, dans le cas où certains veulent apporter, par exemple, de l'arachide pour la transformation, vous avez des taux de 0%. Donc, c'est des mesures que l'État met en place, d'accord, mais il faut les connaître. Et vous avez des mesures fiscales aussi qui sont mises en place par les autorités. Par exemple, pour une entreprise agricole, vous êtes exonéré, par exemple, d'impôts pendant un certain nombre d'années. D'accord? Ou lorsque vous produisez par exemple de l'huile ou ce que vous voulez, ou tout ce qui est agricole, vous avez des exonérations. Donc l'État met en place quand même des outils, des incitations pour inciter les entrepreneurs à se lancer. Maintenant, le parcours, il n'est pas seulement aisé. Il y a aussi des difficultés, des obstacles. Maintenant, ça fait appel à de la compétence, de l'expérience, de la motivation qui peut arriver après. Il y a quand même des majors dans le domaine dans lequel vous vous êtes lancé. Il y a quand même des majors qui existent sur le territoire national. Je ne parle pas essentiellement d'huile d'arachide, mais d'huile en général. Alors, lorsque vous avez fait ce choix aujourd'hui, lorsque vous regardez tout votre parcours à certains moments, est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie ou parfois vous vous sentez seul et vous vous dites que vous êtes peut-être à contre-courant d'un écosystème qui va se bagarrer pour vite vous écraser? Déjà, il faut comprendre qu'une vision, elle est personnelle. Voilà, vous la vivez seul, vous la partagez, vous dormez seul.
il est clair qu'on est dans un secteur très compétitif et déjà, vous n'aurez personne pour vous accompagner. Déjà, il faut le dire, vous n'aurez personne pour vous accompagner. L'État met en place des choses, mais c'est vous qui vous battez au quotidien. Moi, pour parler par exemple de mon expérience, il est clair que cette vision, lorsque je l'ai eue, lorsque je l'ai mis en pratique, c'est des années de sacrifice. C'est des années de sacrifice. Je travaille dans une entreprise agro-industrielle, c'est 60% de mon salaire que je mettais pour bâtir cette usine. C'est mes primes de fin du mois que je prenais pour bâtir cette usine. C'est des voitures personnelles que j'ai vendues. Donc, c'est des nuits blanches que je faisais. C'est des maisons que vous n'avez pas construites. C'est des maisons que j'ai pas construites. C'est des chantiers que j'ai arrêtés parce que j'ai cru à cette vision. C'est des nuits blanches. Parce qu'aujourd'hui, mes principaux partenaires sont les Chinois. C'est en Chine. En Chine, c'est quoi? C'est 8, 9 heures, 10 heures de décalage. Pendant que vous dormez, ils sont réveillés. Pendant que eux, ils dorment, vous êtes éveillés. Mais parfois, c'est des messages à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin parce qu'il faut répondre obligatoirement sur des spécifications techniques. Donc, parfois, vous êtes seul dans cette aventure. Les gens, parfois, peuvent ne pas comprendre ce que vous pouvez vivre. Un agro-industriel vit pour son business. Il vit parce qu'il a une vision derrière. Au-delà de la vision personnelle qui est celui de faire des affaires. Mais vous avez tout un pan. Bah, écoutez, c'est quelque chose que vous vivez. Il faut juste être déterminé et avoir cette passion. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vous écoutent et certainement des entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans l'agro-industrie en toute transparence. Aujourd'hui, dans ces cheminements, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les portes qui vous ont été fermées et comment vous avez contourné tout ça? Écoutez, dans un premier temps, avant de parler des portes fermées, il faut d'abord parler des portes qui ont été ouvertes. Moi, je ne crois pas aux portes fermées. Je pense qu'uniquement, même si une porte est fermée et que vous cognez, le problème, ce n'est pas la porte, pour moi. Le problème, ce sont les personnes qui sont derrière la porte. Parce que la porte, c'est juste un couloir, un canevas par lequel vous devez passer. Aujourd'hui, vous savez, la confiance en soi et la confiance au projet vous donne la motivation pour avancer. Aujourd'hui, moi, j'ai mis pratiquement, bon, je ne vais pas donner des chiffres, mais j'ai mis pratiquement quand même plusieurs millions quand même dans cette activité sans voir une visibilité sur l'avenir. Donc, vous vous lancez. À un moment donné, quand vous savez où vous devez partir, vous devez cogner à certaines portes. Moi, dans mon usine, j'ai des hautes autorités qui sont venues à lui. Vous regardez même sur la page Facebook, vous allez voir des autorités qui sont venues. Plein où on fait des promesses pour dire non, on va essayer de t'accompagner. Et pourtant, j'avais quand même déjà franchi le cap de prendre le risque d'investir. Beaucoup vous font des promesses, non, on va vous accompagner, on va faire ceci, vous êtes un modèle, mais peu sont ceux qui franchissent le pas. D'autres ont même la volonté de vous accompagner, mais parfois les obstacles font en sorte que ils ne peuvent pas aller parfois jusqu'au bout, parce que parfois le milieu, parfois le système, parfois les gens peuvent croire en vous, mais sans pour autant, oui. Ils ont des appréhensions, ils savent que vous êtes sur un secteur porteur. Les lobbies peuvent se mettre en place, hein, tout est possible, mais c'est la détermination et aussi la volonté. Donc moi je dis à quelqu'un, aujourd'hui l'agro-industrie, c'est quoi? C'est que vous avez vos machines, maintenant il faut vous fournir en matière première, vous devez cogner à certaines portes. Aujourd'hui, il faut compter que sur soi-même. Maintenant, ce qui est bien, je pense qu'on l'abordera, je pense que l'environnement aujourd'hui est plutôt un peu plus favorable aujourd'hui pour pouvoir mener ce genre d'activité. Alors, je dirais à tous les agro-industriels qui veulent vraiment se lancer, c'est qu'il n'y a aucune porte qui leur sera ouverte. Jamais. Hein. Il n'y a aucune porte. C'est que chacun, écoutez, il se lève, il va cogner aux portes, il va cogner aux portes des banques, il va cogner aux portes des administrations. Vous avez aujourd'hui le ministère de l'Industrie aujourd'hui qui donne des agréments aux industriels. On n'a pas besoin de pistons. Vous avez le ministère de l'Agriculture qui donne des agréments à ceux qui veulent. Il suffit de vous lever, vous donnez les papiers nécessaires et vous avez le nécessaire. Parfois, on n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mon agrément agro-industriel. J'ai dû déposer un dossier. On m'a donné mon agrément agro-industriel, enfin mon agrément agricole. L'agro-industrie, vous avez une commission qui siège avec un certain nombre de dossiers à fournir et on vous l'accorde. Vous avez des agréments qui sont des agréments PME. Donc, c'est aux Gabonais de se lever pour pouvoir faire face à ces obstacles. Aujourd'hui, nous avons une banque qui a été créée dans le but de pouvoir accompagner les entrepreneurs chauds qu'on n'avait pas avant. Parce que les banques classiques, ce sont les premiers freins aujourd'hui. Est-ce qu'elles vous accompagnent, M. Olo? Écoutez, les banques classiques, il est clair que dans le système actuel, elles n'accompagnent pas les entrepreneurs. Elles n'accompagnent peut-être que des mastodontes. Mais personne ne va vouloir miser sur un entrepreneur qui constitue une entreprise dite à risque. Les banques classiques, elles ne vont pas soutenir les startups. Elles ne vont pas soutenir de jeunes entrepreneurs qui décident, j'ai quand même investi plusieurs millions de francs dans cette affaire. Ils sont venus, certaines banques, je ne vais pas les citer, sont venus visiter l'usine. Écoutez, on va essayer de réfléchir, mais à la fin, ils vous disent qu'on ne peut pas vous accompagner. Pourquoi? Parce que vous êtes une entreprise à risque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore démarré l'usine. J'ai dit, mais attendez, j'ai quand même mis plusieurs millions dans cette affaire. Oui, on sait, évoluer, et nous viendrons financer sur la partie développement. Mais ce n'est pas là où on a besoin. On a besoin de démarrer avec eux sur la production de démarrage. Donc,
c'est un tout. Maintenant, il faut juste s'armer, il faut juste savoir taper aux portes, il faut juste persévérer. Du coup, avec cette expérience, qu'est-ce que vous diriez? Que le plus difficile, c'est de trouver du soutien, c'est de convaincre, ou le plus difficile, du coup, c'est de trouver de l'argent? Pour moi, l'argent est secondaire. Le plus difficile, Pour moi, le plus difficile, c'est de convaincre. C'est de convaincre, et aussi, toutes ces personnes-là, il faut que vous arriviez à démontrer que vous êtes une personne qui maîtrisez bien votre sujet. Ça, c'est très important. Vous avez des entrepreneurs aujourd'hui, les banques, c'est des hommes d'affaires. Même toutes les banques de l'entrepreneuriat qu'on peut créer, il est clair que c'est sur la base de la confiance. Quelqu'un qui vient avec un projet aussi bancable que cela puisse être, si vous n'êtes pas et que vous avez un passé quand même, ou un historique ou une expérience qui est contre vous, il est clair que vous ne vous fera pas confiance. Aujourd'hui, même dans les dossiers bancaires que vous pouvez donner, on demande toujours le CV du promoteur. Parce que pour voir quel est votre parcours, est-ce que vous serez capable de... Oui. Donc aujourd'hui, pour moi, l'argent, il est secondaire. Il faut que la personne maîtrise son sujet. Il faut que la personne démontre à ses interlocuteurs que c'est un projet. Parce qu'on peut faire un business plan. Le business plan, c'est de la théorie. C'est juste des chiffres qu'on met sur... Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle... On peut tout créer, on peut tout faire. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas attendu que les banques m'appellent. Je n'ai pas attendu que l'État... Moi, je dis toujours aux gens, n'attendez pas que l'État fasse pour vous, mais faites ce que vous pouvez faire pour l'État. Moi, je me suis levé le matin, je n'ai pas attendu d'avoir une vision, une révélation pour le faire. Non, c'est quelque chose qui est en vous, qui dit, bon, écoutez, je me lance. Et aujourd'hui, j'ai monté toute cette entreprise sur fonds propres, même pas un crédit. Donc, c'est pour dire aux gens que lorsque maintenant les gens viennent maintenant à l'usine, tous ceux qui viennent visiter l'usine sont tout émerveillés. Comment vous avez fait? C'est pas sorcier, il faut se lever. Voilà. C'est vrai, il faut foncer, quoi. J'y étais, voilà. J'ai vu tes chaînes de production, j'y étais. Il y a du concret. Ouais. Monsieur Olo, on parle d'un produit qui d'ailleurs est là, chers auditeurs qui nous écoutez sur la radio. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir les produits. Je vous invite à aller sur YouTube pour pouvoir les voir. Les produits sont là. Vous avez eu la vision, vous l'avez créé, vous vous battez pour entraîner le maximum de partenaires possibles dans votre vision, à la fois des collaborateurs, mais aussi des personnes qui pourraient vous apporter un soutien financier ou matériel. Cependant, qu'il reste quand même une grande question. Une fois que vous aurez produit tout ça, à la fin de la journée, ça se retrouvera sur le marché gabonais à la portée des consommateurs. Et on entend souvent dire, oui, il faut produire localement, mais au fond, en tant qu'entrepreneur gabonais, est-ce que vous pensez que les Gabonais vont consommer votre produit? Écoutez, c'est une très bonne question. Est-ce que vous pensez qu'ils auront confiance en votre produit? Écoutez, vous savez, on a un historique. Tout à l'heure, j'ai dit, on importe 300 à 400 milliards de produits alimentaires par an. Et on le fait depuis des années. Ça veut dire que moi, ma fille, mon père, mon grand-père n'a consommé que des produits étrangers. C'est resté dans notre mental. On nous a toujours vendu que, écoutez, tout ce qui est étranger est bien. Pourquoi? Parce que, écoutez, c'est produit chez les Occidentaux et donc toute la qualité y est. Aujourd'hui, importé par avion, on voit ça sur les salades, en huile. Aujourd'hui, on ressent de plus en plus le besoin de cette appartenance, de cette consommation qui vient de chez nous, du Made in Africa, Made in Gabon. Voilà, c'est ce qui ressort le plus. Lorsque nous avons eu l'idée de créer notre marque, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le voir, mais la marque, nous l'avons appelée par exemple Onoa. Onoa, c'est en langue Ntoum. Qu'est-ce que ça veut dire? Onoa, ça veut dire notre arachide. Mais pas arachide en termes de possession, pour dire que c'est pour nous, mais c'est une arachide en termes d'appartenance. C'est produit chez nous, par nos mamans, dans notre terre, dans notre terroir. Donc, on en est fiers. Mais quand on dit Onoa, on dit Onoa, mais avec une expression de fierté. C'est produit chez nous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que vous trouvez aujourd'hui et vous partez partout. Les gens ont envie d'avoir cette appartenance, quelque chose qui est produit au local. Surtout que nous avons la matière première, surtout que nous avons les terres, nous avons les potentialités. Pourquoi importer alors que maintenant le véritable combat que nous aurons, nous aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs locaux, c'est de donner la confiance. Parce que nous sommes quand même sur une consommation et sur une population qui consomme, qui a été habituée à consommer des choses de qualité. Le Gabonais aime la qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé de mettre la barre très haute pour qu'aujourd'hui, les produits que nous avons respectent les normes internationales, respectent les codes au même niveau et au même standard que ce qui se fait à l'étranger. Pour qu'aujourd'hui, quand le Gabonais il voit un produit local, il n'est pas la rétention, il n'est pas de la répulsion à l'acheter. Donc,
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer dans les mentalités. Mais elles ne peuvent changer que s'il y a des initiatives privées. Parce que tant qu'il n'y a pas d'initiative privée à l'opposition de ce qui est importé, les gens continueront toujours à importer. Si l'huile que nous importons vient de l'étranger et que la distribution met en place jusqu'au plus profond de Chibanga ou aller au nord et qu'il n'y a pas la disponibilité des produits locaux, il est clair que la personne prendra ce qu'il est. Donc, il y a tout un combat sur cette chaîne alimentaire, sur cette chaîne de valeur. La chaîne de valeur dans l'agro-industrie voudrait quoi? Voudrait que ça parte depuis l'agriculteur jusqu'à la distribution. Donc, c'est toute la chaîne de valeur qu'on doit maîtriser et donner la confiance aux Gabonais. Et on arrive donc à votre produit et je vous donne l'occasion de nous en parler. En tant que consommateur gabonais, on connaît l'huile de palme. L'huile de palme qu'on appelle l'huile rouge. On connaît l'huile de palme raffinée qu'on utilise presque tous dans ces maisons. Maintenant, en fonction de l'endroit où on se fournit, on connaît l'huile de tournesol, on connaît l'huile de colza, on connaît l'huile d'olive, la classique, et puis plusieurs autres huiles, notamment chinoises et autres pour certaines préparations. Pourquoi l'huile d'arachide? Pourquoi l'huile d'arachide? Parce que déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, culturellement et historiquement, nous avons toujours consommé de l'arachide. C'est un produit, c'est une matière première qui est l'une des plus consommées au niveau alimentaire en Afrique en général et au Gabon en particulier aussi. Vous avez au nord, vous avez partout, on fait toujours de l'arachide. Sauce arachide, chez nous on appelle le fou, dans d'autres on mélange l'onkumu au foula avec tout ce que vous voulez, mais il y a de l'arachide toujours dedans. Et Penda pour les intimes. Ben oui. Les ébis. Les ébis. Au-delà de ça, l'arachide a cette particularité d'être très riche en protéines. Très riche en protéines. Et l'arachide a un cycle végétatif très court. Voilà. Aujourd'hui, l'huile de palme, c'est l'huile la plus consommée au monde. On consomme pratiquement plus de 75 millions de tonnes par an d'huile de palme. Ensuite, vous avez la deuxième huile qui est la plus consommée, qui est l'huile de soja. Voilà. Et vous avez la troisième huile de colza. L'huile d'arachide vient à peu près en 5e, 6e position. Donc, pour nous, c'est de dire, écoutez, on peut facilement la cultiver. D'ailleurs, dans le projet que nous avons, justement, à part l'agro-industrie, nous avons un pan que nous avons ouvert pour la partie des emplois indirects. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Un hectare d'arachide. Un hectare d'arachide aujourd'hui peut vous produire entre 2 et 3 tonnes par hectare d'arachide. Aujourd'hui, Huilaf Gabon, j'ai une entreprise aujourd'hui qui peut transformer 5 000 tonnes, 4 000, 5 000 tonnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, dans le business model que nous avons fait, nous avons décidé de faire le pari de nos approvisionnements locaux. Parce qu'on avait des demandes dans les pays. Nous avons des demandes dans ces... C'était ma prochaine question, mais Monsieur Olo, pour être de manière totalement transparente et honnête, est-ce que l'agriculture gabonaise est capable de supporter, est-ce que ce sera suffisant pour faire fonctionner les usines l'UILAF? On sait bien tous les échecs qu'on a eu dans les initiatives agricoles qui ont été lancées. Parfois, on a lancé de la banane et autres. Parlons de l'arachide aujourd'hui. Je vous cache pas, j'ai un frère qui est parti dans le Grand Nord il n'y a pas longtemps et puis je lui ai demandé de me rapporter de la pâte d'arachide. Il m'a rapporté un petit peu comme ça et puis il a dit « Ouais, mais même là-bas, c'est un peu en manque en ce moment. » Alors, comment peut-on être en manque de pâte d'arachide au pays et puis vous, dans votre business plan, vous espérez produire 5000 tonnes d'huile d'arachide? C'est la raison pour laquelle il y a dans certaines activités de l'agro-industrie, vous ne pouvez pas vous développer sans appui de l'État. C'est impossible. C'est impossible. L'agro-industrie, toutes les agro-industries du monde ont toujours été accompagnées par des mécanismes d'État. Lorsque nous avons lancé notre usine, nous avons tenu compte de la capacité de la production au niveau national sur l'arachide. Nous avons mis en place un programme. Et c'est pour ça que je profite de votre canal pour interpeller les plus hautes autorités. Il n'est plus possible aujourd'hui que des Gabonais investissent à des niveaux dans lesquels nous sommes arrivés à des niveaux d'investissement et qu'on retrouve une lenteur administrative pour accompagner les industriels locaux, les industriels locaux. Aujourd'hui, nous avons besoin de 5000 tonnes, 5000 tonnes d'arachide. Les 5000 tonnes d'arachide aujourd'hui, j'ai lancé un programme simple. Un Gabonais, un hectare d'arachide. Aujourd'hui, j'ai besoin de 5000 tonnes. 5000 tonnes d'arachide, un hectare d'arachide vous produit 2 à 3 tonnes d'arachide. Au meilleur, avec un meilleur rendement, 2 à 3 tonnes d'arachide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Gabonais peut faire quoi? Il prend son hectare d'arachide.
il plante son arachide, il récolte 2 à 3 tonnes. Nous, on peut l'acheter, on va voir selon les coûts que nous pouvons avoir entre 500 et 600 francs le kilo. Ça veut dire que sur 1 hectare d'arachide, un Gabonais peut gagner entre 1 million et 1,5 million par hectare. Vous comprenez? Il faut juste que nous ayons un programme. Ce programme-là, nous pouvons le mettre en place avec l'État. Moi, ce n'est pas mon rôle à moi de pouvoir me... Vous avez dit que l'arachide, c'est un cycle court. Combien de temps à peu près? 3 mois. C'est-à-dire que sur 3 mois, vous avez des cycles, vous avez des variétés actives. Les variétés actives, vous avez entre 90 jours et 100 jours. Maintenant, vous avez des variétés beaucoup plus longues qui peuvent aller au-delà avec des richesses beaucoup plus intéressantes. Mais c'est des choses qu'on peut programmer. Aujourd'hui, si je lance aujourd'hui cette activité, je suis obligé d'acheter du tout venant. C'est-à-dire que je vais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'achète toute l'arachide qui est disponible. Sachant qu'aujourd'hui, on va arriver dans les périodes d'été, et en général, c'est à l'été où on commence à récolter. Parce qu'en saison, avant la saison des pluies, on commence les Gabonais, les planteurs commencent à planter, le temps qu'elle germe sur le sol, et on commence à récolter en été parce qu'il faut laisser l'arachide le temps de sécher. En plus, lorsqu'elle a séché, en ce moment précis, nous, on vient commencer à l'acheter. Mais pour pérenniser, parce que c'est une question de pérennisation de cette activité. Aujourd'hui, rien qu'avec ça, en emploi indirect, on peut créer aujourd'hui des centaines d'emplois. On peut régler le problème du chômage. Aujourd'hui, un Gabonais aujourd'hui, je vous donne par exemple un exemple. La dernière fois, j'ai reçu par exemple quelqu'un qui voulait postuler chez moi. Une jeune dame. Elle est venue, elle dit voilà, je veux travailler, j'ai eu vos contacts sur Internet. J'ai dit ok, venez vous asseoir, vous savez faire quoi? Ah non, moi je sais faire secrétariat bureautique. Ok, vous pensez gagner combien? Écoutez, quel est votre niveau salarial? Écoutez, si vous me payez 250, 300 000, je suis d'accord. J'ai dit ok, bon, ok, asseyez-vous, d'accord. 250, 300 000, ok, en brut ou en net, oh, peu importe, d'accord. Vous habitez où? J'habite au Vendo. Ok. Le Vendo à ici, vous dépensez combien par jour à peu près? Écoutez, je peux dépenser facilement 2 000, allez, 2 000 donc 4 000. Vous faites 4 000 francs par jour, multiplié par 25 jours, vous serez facilement on sera quoi? On sera à peu près sur à peu près 50 à 75 000 sur le transport. Et vous devez manger. À la fin du mois, quand on fera le niveau des dépenses que vous aurez, vous n'aurez même pas peut-être entre 50 et 100 000 qui vous restent. Alors que si vous lancez en tant qu'agripreneur, vous cherchez un endroit où vous pouvez avoir 1 hectare, 2 hectares. On vous fournit la semence. On vous fournit des herbicides. On vous donne une formation. Vous plantez l'arachide, n'est pas compliqué. Il faut juste un terrain plat ou un terrain même vallonné. Vous plantez votre arachide. En 3 mois, vous avez 1,5 million. Entre les deux, qu'est-ce que vous préférez? Elle est restée comme ça, elle ne peut pas parler parce qu'elle se rend compte effectivement voilà, de l'opportunité que nous avons. L'agro-industrie aujourd'hui que nous faisons, c'est qu'au-delà de la transformation, il y a tout un pan de l'industrie. La chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur qui est incroyable. Vous avez les transporteurs, vous avez les distributeurs qui vont gagner. Et aujourd'hui, si des Gabonais, à notre niveau dans lequel nous sommes, peuvent créer 10, 20, 30 entreprises comme les nôtres, à notre niveau d'investissement, on règle le problème du chômage. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui se développe sans l'industrie. Parce que vous avez les industries culturelles, vous avez les industries numériques et vous avez les industries de transformation. Si le Gabon place sa confiance aux partenaires, aux champions nationaux, avec la confiance, parce que ça aussi, il faut que les autorités placent leur confiance. Ça, c'est très important. Que les autorités placent leur confiance aux champions nationaux. C'est bien d'ouvrir la porte aux investisseurs étrangers qui apportent des capitaux. Mais nous, au Gabon, on reste ici. Demain, moi, je suis Gabonais, je suis une Toumou, je suis de Bitam. Demain, après-demain, si je pars, mes enfants prennent. Ils font perpétuer la tradition. Mais pourquoi ne pas investir dans des entrepreneurs qui ont déjà mis de leurs moyens et faire pérenniser comme ça avec d'autres perspectives? C'est des orientations politiques, des orientations stratégiques que le pays doit avoir. Et je remercie le président de la transition qui a bien mis dans son pilier, le président de la République qui a bien mis dans son, parmi les piliers de sa campagne, un véritable soutien à l'entrepreneuriat et à l'agro-industrie locale. Vous avez lancé un appel et en toute honnêteté, encore une fois, aujourd'hui, Monsieur Olo, si on vous demandait, vous avez besoin de quoi exactement? Aujourd'hui, la chose dont on a besoin, je lui déclare qu'on a besoin de financement, on a besoin d'argent pour pouvoir travailler. On a besoin d'argent. J'ai investi des centaines de millions, je ne vais pas en parler longtemps, pour monter cette usine. C'est des sacrifices, et comme je l'ai dit. Aujourd'hui, les portes se ferment de façon naturelle ou surnaturelle sur le besoin de financement. Aujourd'hui, il faut que l'État accompagne. Il faut que l'État, aujourd'hui, vous réglez le problème de l'emploi. Aujourd'hui, mon entreprise aujourd'hui, je suis capable d'embaucher 65 personnes en emploi direct. 65 personnes. Emploi direct et 65 personnes aujourd'hui en emploi direct. Et vous prenez 65 personnes, à peu près 60% de cette main-d'œuvre est au niveau technique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des Gabonais viennent, on les forme à une expertise entièrement gabonaise.
Gabonaise. Les outils que nous avons payés, c'est pas des machines, vous arrivez, c'est pas des machines extraordinaires. C'est des machines automatisées qui sont faciles d'utilisation. Donc, même les Gabonais avec un CAP ou avec un BTS en électronique ou en machiniste peuvent manipuler ces machines. Donc, c'est 60 Gabonais qu'on peut employer. Mais au-delà des 60 Gabonais qu'on peut employer, vous avez tout le pan indirect de toute une chaîne de valeur qui peut se faire. Donc, aujourd'hui, il faut que l'État ferme les yeux un peu et qu'il nous donne les moyens. Dès qu'on me donne les moyens, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est quoi? Je fais le tour. Je m'en vais acheter l'arachide dans tout le Gabon. Je fais l'appel. Je dis, j'ai besoin d'arachide, donnez-moi-en. Ce que je trouve, j'investis. Ce que je trouve, j'embauche des Gabonais. Ce que je trouve, après, c'est un cycle qui commence. Donc, c'est l'appel aujourd'hui qu'on lance aux autorités. Investissez vers des Gabonais, investissez vers des gens. Ils ont la liste des Gabonais. L'État a la liste des Gabonais qui se sont lancés dans ce secteur avec des fonds propres. On n'est plus au stade de projet. On est au stade de réalisation. On n'est plus au stade où on a un papier, on a un document. On a du texte. C'est pas du texte. On n'est plus au stade de business plan. On est au stade où voilà un Gabonais qui investit autant d'argent pour monter cela. Et je vous assure que je reviens dessus. Sur ce parcours, c'est dommage de ne pas voir des gens qui ne comprennent pas votre vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important dans cette nouvelle République, dans le nouveau mode de gestion que veut accompagner le président de la transition, il faut qu'il trouve des hommes qui sont capables de comprendre ce qu'il... Monsieur Olo, on ressent vraiment toute la passion et aussi toute l'émotion que vous avez à chaque fois que vous parlez de We Love Gabon. Est-ce qu'il est arrivé un moment où, au fur et à mesure de portes qui se fermaient, de refus, de dos tournés, vous vous êtes dit que vous allez abandonner? Est-ce que c'est arrivé déjà? Écoutez, les mobiles pour abandonner sont tous les jours là. Les mobiles pour abandonner sont tous les jours là. Hein. Moi, je suis ingénieur commercial. J'ai 10 ans, j'ai 20 ans d'expérience dans le métier. Ce n'est pas les portes qui peuvent être fermées pour aller travailler. Mais quand vous avez une vision, vous dépassez. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, je n'ai plus envie d'interpréter le rêve d'un autre. Ah non, 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 non. J'ai envie d'interpréter mes propres rêves. Parce que ceux qui ont créé des entreprises qui aujourd'hui on dépense pour en acheter, ce sont des initiatives privées, des gens qui ont rêvé qui l'ont fait. Pourquoi pas nous? Alors moi, à un moment donné, il y avait des mobiles pour abandonner. Parce que quand vous tapez aux portes, on vous ferme. Quand vous demandez aux banques, on vous ferme. Quand vous écrivez même aux autorités, on ne vous répond pas ou on vous répond de façon diplomatique. À un moment donné, vous voulez abandonner. Mais qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Ben, c'est qu'un matin, vous dites, attendez, vous regardez le parcours. Tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai acheté. Et ce qui vous donne plus la force, c'est les perspectives. Attendez, vous voyez tous ceux qui comptent sur vous. Votre famille compte sur vous. Il y a des Gabonais qui comptent sur vous. Il y a les sans-emploi qui comptent sur vous. Aujourd'hui, depuis qu'on a lancé depuis que j'ai lancé, vous appelez ça comment? La petite présentation du WILAF là, sur les réseaux sociaux, j'ai des centaines de demandes d'emploi et j'ai des coopératives qui m'envoient des choses. Mais quand est-ce que vous démarrez? Vous commencez quand? Ça veut dire que quelque part, votre projet, ce n'est pas que vous. C'est des centaines de personnes qui vont vivre de ça. Donc, si vous abandonnez, c'est de l'espoir envers les gens que vous ne donnez pas. Et quand vous regardez ce que vous avez investi, vous regardez ce que vous avez à gagner, je ne vais pas aller m'asseoir dans un bureau pour gagner quoi, 2, 3, 4, 5 millions par mois, alors qu'il y a des Gabonais qui peuvent. Donc, c'est une mission quelque part. Alors, avec toute cette expérience, est-ce que vous pensez encore aujourd'hui, Monsieur Olo, que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible de pousser, de croire en ses rêves, de les matérialiser sans piston, sans réseau ou sans compromis aucun? Ou aujourd'hui, vous aimeriez bien profiter d'un petit piston ou d'un petit réseau? Vous pensez que c'est ce qui vous fait défaut? Non, je pense que, écoutez, il est clair que aujourd'hui, le président de la République a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les Gabonais aient à avoir des pistons pour pouvoir évoluer. C'est possible. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand vous vous battez de vos propres forces et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de pistons. Il y a des réseaux qui sont utiles à un moment donné pour pouvoir parvenir à accélérer un processus. Mais on peut évoluer sans piston. C'est vrai. Logiquement, on ne devrait même pas avoir à pistonner. Ça devrait couler. Comme on ne devrait plus être au niveau où il faut corrompre, où il faut... Non, 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 non. Le président, il a placé cette... C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça doit être une lutte continue. Parce que c'est un gros problème. Et aujourd'hui, l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui dans le démarrage de toutes ces choses-là, c'est la corruption, c'est les pistons. Donc, je pense qu'il est possible. Parce que moi, j'en suis un exemple. Je n'ai pas pistonné quelque part pour en arriver. Moi, j'ai déposé mes dossiers aujourd'hui à la BCEG. La BCEG m'a appelé parce que je suis un projet bancable. On s'assoit, on discute. Demain, après demain, ils ne veulent pas. Et je leur ai dit que si vous ne nous accompagnez pas, sachez une chose, que je réussirai. Mais quand je réussirai, je vous citerai un exemple comme vous ne m'avez pas accompagné. Donc, je dis aux gens, aujourd'hui, les échecs que nous avons dans la vie, là, nous servent
nous servent aujourd'hui. Le mec a fait mon témoignage, j'ai dit voilà les gens qui ne vont pas accompagner. Et je cite vos noms. Bon, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une obligation. Il y a une obligation aujourd'hui de toutes ces institutions que le président a mis en place de nous accompagner. La BCE aujourd'hui, ils ont 20 milliards ou 25 milliards. Le président a montré 25 milliards pour accompagner les entrepreneurs. On a dit les entrepreneurs. Et l'agro-industrie fait partie du pan. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis bancable. Même les yeux fermés, on ne devrait plus réfléchir. Dès qu'on a des preuves qu'un Gabonais a démarré, on court. On dit tu as besoin de combien? 300, 400, 500 millions, 1 milliard. Vous donnez. Parce qu'au final, c'est... Monsieur Olo, vous avez besoin de combien? En toute transparence. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas donner les chiffres quand même à la télévision. Alors, Wilaf, on l'a entendu, vous suivez énormément et c'est justement ce que chaque Gabonais doit faire. Ouais. Être au fait des textes qui concernent le secteur dans lequel il a décidé de se lancer, mais aussi être au fait des évolutions que l'État, enfin notre société, prend suivant l'orientation qu'il a décidé de donner à sa vie. Aujourd'hui, lorsque vous regardez Wilaf, pour vous, Wilaf, c'est quoi? Est-ce que c'est une entreprise ou c'est véritablement un symbole? Le symbole d'un acte politique aussi silencieux. Quand je dis politique, c'est cette revendication gabonaise, cette fierté gabonaise que vous voulez porter très haut. Je pense que vous avez tout dit dans votre question. Wilaf, pour moi, c'est une vision. C'est, pour moi, j'ai envie que le Gabon, aujourd'hui, je veux révolutionner l'agro-industrie gérée par des nationaux. Aujourd'hui, regardez l'atmosphère, regardez l'écosystème de l'agro-industrie au Gabon. Tout est géré par des étrangers. Tout est géré. Je suis issu d'une entreprise qui a été rachetée par des étrangers, alors que les Gabonais auraient pu le gérer. Vous allez dans le domaine de la farine, vous allez partout dans certains secteurs, c'est les étrangers. À quel moment, aujourd'hui, ces étrangers-là, là où ils achètent les machines, on sait qu'ils les achètent. La matière première, c'est sur notre sol. Qu'est-ce qui empêche les Gabonais de le faire? Et je suis fatigué. Puisque c'est les Gabonais qui le font, c'est nous qui travaillons. Je suis fatigué de voir qu'à chaque fois que le Gabon est classé parmi les pays dont on dit qu'on importe, on a un potentiel local, mais on est obligé d'importer la matière, on est obligé d'importer 400 à 500 milliards. Et bien, évolue, hein? Parce qu'au fur et à mesure que la démographie évolue, au fur et à mesure que les revenus évoluent, au fur et à mesure que les tendances de consommation alimentaire évoluent, on va continuer à importer. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attendez, à un moment donné, il faut que ça change. Donc pour moi, Wilaf Gabon, c'est un moteur qui doit stimuler une nouvelle génération. C'est pour ça que nous avons créé, dès que nous allons démarrer, une académie qu'on appelle Agro-7 Industrie. Agro-7 Industrie, c'est que pendant les 7 prochaines années, il faut qu'on arrive à former des Gabonais qui se lancent dedans. Aujourd'hui, l'agro-industrie, c'est pas forcément... Vous n'avez pas peur de vous perdre, de vous disperser, Monsieur Olo, entre votre usine que vous allez devoir gérer les premières années, l'académie qu'il va falloir gérer, suivre les Gabonais pour la production de cacahuètes. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Écoutez, à partir de l'instant où je suis déjà là, je suis déjà sollicité par certaines personnes pour qu'on démontre ce qu'on est capable de faire. D'accord? Aujourd'hui, à travers votre émission, beaucoup de Gabonais vont encore mieux apprécier l'initiative qu'il faut. Mais il faut bien un pionnier. Vous savez, les pionniers, ils commencent. Et il y a des gens qui les suivent derrière. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de former des Gabonais. Maintenant, ça dépend de comment vous faites ces choses. Vous savez, je ne peux pas répondre, je ne peux pas résoudre le problème de l'importation à moi tout seul. Je ne peux pas résoudre le problème de l'agro-industrie. Il faut plusieurs Gabonais. Il faut des dizaines, des vingtaines, des trentaines de Gabonais. Mais il faut qu'ils soient accompagnés. Maintenant, il est clair que nous, on peut se transformer en incubateur. Vous dites, bon, comment vous avez fait? Aujourd'hui, vous posez des questions. Monsieur Olo, vous avez fait comment? Voilà par quel moyen je suis passé. Voilà aujourd'hui. Je ne suis jamais allé en Chine. Je ne suis jamais allé en Chine. Et toutes les machines que j'ai achetées, je les ai faites depuis Internet. Aujourd'hui, Internet est un outil qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des affaires sans vous déplacer. Vous avez des formations et vous avez des outils que vous pouvez payer. Donc pour nous, ce n'est pas de se disperser. C'est de faire en sorte que le Gabon soit aujourd'hui un Gabon agro-industriel qu'on rêve. Plus un Gabon sur les papiers ou écrit dans des choses, mais du véritable... Monsieur Olo, votre émission passe aujourd'hui. Demain, vous êtes contacté et vous avez les fonds dont vous avez besoin pour démarrer effectivement Wilaf Gabon. Quelles sont les premières actions que vous posez? Qu'est-ce que vous faites directement? La première chose. Je commence à acheter du tout venant. Je vais au nord, je vais au sud, je vais à l'ouest. J'appelle tous les Gabonais qui ont de l'arachide caché. Venez, je vais acheter. Tous les Gabonais. Parce que c'est tout ce qui vous manque aujourd'hui. La matière première, c'est la base. Il n'y a pas d'agro-industrie sans matière première. Il n'y a pas de Wilaf sans arachide. Il n'y a pas de Wilaf sans soja. Il n'y a pas de Wilaf sans les coopératives et sans les agriculteurs. La première chose, je prends l'argent, je fais le tour. Maman, yobolo zobewing.
Ngoblin, Oyobo ou non, Mazela-Kous, je viens acheter ton arachide. Traduction. Ça veut dire que maman, l'arachide que tu es en train de planter, que je n'arrive pas à finir la vie, moi je vais acheter ça pour la valoriser. Parce qu'aujourd'hui, comme l'agro-industrie, c'est de donner de la valeur. Tu vois, de donner de la valeur à la chose. Aujourd'hui, le premier niveau de transformation de l'arachide, c'est quoi? Vous avez dit tout à l'heure, c'est la pâte d'arachide. Mais avec l'arachide, on peut faire des tonnes de choses, tu comprends? Donc aujourd'hui, la première chose, c'est que je tourne partout. Donnez-moi de l'arachide. La deuxième chose que je fais, c'est que dès que j'ai eu la matière première, je démarre l'usine. Les machines sont prêtes, les hommes sont là, la technologie y est. On démarre l'usine, les bouteilles, les consommables sont là, on lance et le produit est sur le marché. Et l'autre chose après qu'il faudra maintenant faire, c'est de structurer. Structurer la filière. Parce qu'une chose est d'acheter du tout venant, mais nous avons un cahier de charge. Un cahier de charge que nous avons mis en place pour avoir le meilleur arachide possible, qui a le meilleur teneur en huile, afin que les Gabonais aient suffisamment. Mais il faut que lorsque Owonowa sera sur les étals, il faut que le Gabonais qui regarde dit oui, c'est ma maman du Dor, ou c'est ma maman Nzebi, ou c'est ma maman Fang, ou c'est ma maman Teke qui l'a produit cet arachide. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Gabon, après tout ce parcours et toute cette expérience et cette expertise que vous avez déjà, est-ce que vous pensez que c'est possible pour un agro-industriel ou un entrepreneur dans l'agroalimentaire de se lancer, d'avoir cette ambition sans perdre son intégrité? Oui, je pense. Possible. Je pense que c'est possible parce que déjà, ça dépend du parcours de chacun et l'éducation de chacun. Moi, je suis issu d'une famille où mon père, paix à son âme, Guéma Olo Jean-Baptiste, était l'homme le plus intègre que j'ai jamais connu. Il m'a enseigné l'intégrité. Il m'a enseigné l'intégrité sans perdre mes valeurs dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, ça dépend de l'environnement, de votre éducation. Aujourd'hui, je dis, j'ai investi des centaines de millions aujourd'hui pour bâtir cette usine. J'ai pas eu besoin de pistons, j'ai pas eu besoin de vendre mes valeurs, j'ai pas eu besoin de vendre mon identité. Maintenant, il faut que ça continue. C'est une éducation à faire. C'est dur, c'est difficile. Parce que vous êtes dans un environnement, malheureusement, qui est malsain, où les personnes ne veulent pas vous accompagner, où les personnes vont vous pousser à aller commettre des actes qui ne sont pas bonnes. Mais parfois, vous pouvez être intègre, mais l'environnement peut vous rendre malsain. Maintenant, tout dépend de votre éducation. Tout dépend de votre éducation des affaires, tout dépend de votre parcours, tout dépend de votre expérience. C'est possible d'être intègre. Monsieur Hollon, on s'achemine petit à petit vers la fin de notre discussion, aussi passionnante soit-elle. Aujourd'hui, si je vous le demande comme ça, qu'est-ce que vous me répondriez? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Ou est-ce que vous avez surtout peur de réussir et de déranger? Ensuite, qu'est-ce qui vous fait le plus J'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur d'échouer parce que l'échec fait partie de la formation, ça fait partie du perfectionnement. Bref, moi, depuis que j'ai commencé à créer cette entreprise-là, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de ratés, j'ai eu beaucoup de pleurs, j'ai eu beaucoup d'incertitudes, j'ai eu beaucoup d'imperfections. Mais ça m'a permis aujourd'hui d'être là. J'ai un parcours professionnel aujourd'hui, parce que quand on parle d'expérience, c'est une question de faits vécus, mais beaucoup de faits d'échecs qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est pas que de l'échec, c'est aussi je pas de la peur de réussir, mais j'ai envie de garder les pieds sur terre quand cette entreprise va prospérer. Parce que l'agro-industrie, laissez-moi vous dire, c'est des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. C'est de la visibilité, c'est de la lumière aux yeux du monde, c'est de la lumière aux yeux de ceux qui voient en vous un pionnier. Et à un moment donné, il faut garder les pieds sur terre. Donc parfois, il ne faut pas que la réussite, à un moment donné, ou le succès vous enlève des réalités au point où vous devenez autre chose. Donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas d'échouer, parce que ça en fait partie. Vous aurez forcément dans le parcours, vous en aurez. Même vous allez recruter des gens qui ne seront pas performants, vous allez faire des erreurs d'investissement, ça peut arriver, mais ça fait partie de la démarche. Alors, avant-dernière question, quelle est aujourd'hui, avec de votre expérience, la vérité brutale sur l'entrepreneuriat industriel, agro-industriel au Gabon, que vous pensez que tout le monde devrait connaître, mais que personne n'ose dire? Quelle est cette vérité que vous avez découverte? Il y en a plusieurs, mais il y a une vraiment qui est particulière. C'est que vous avez quand des gens extérieurs ne comprennent pas votre vision, ils vous freinent dans votre élan. Je m'explique simplement, peut-être que vous allez le voir dans le montage. J'ai eu une vision, j'ai eu un rêve dont on sait que ça peut donner de l'emploi aux Gabonais. Ça peut sortir les gens de la pauvreté.
Mais vous avez des gens qui sont bureaucrates, qui ne comprennent rien à l'entrepreneuriat. Vous avez des gens qui maîtrisent leur domaine que sur PowerPoint. Vous avez des gens qui, à cause des considérations géopolitiques, d'accord, refusent de vous accompagner parce que vous n'appartenez pas à leur camp, parce que vous n'appartenez pas à leur système, parce que vous n'appartenez pas à leur famille, comprenez? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Vous savez, nous, aujourd'hui, on est entrepreneurs, mais on évolue sur fonds propres. Un entrepreneur, il faut voir le parcours des entrepreneurs. On n'est pas entrepreneur, on n'a pas eu de l'argent parce qu'on a été budgétivore. Parce qu'il y a des gens qui ont bâti des entreprises sous la base des deniers publics. Ça, il faut le dire. Et donc, c'est plus facile pour eux. Ou bien d'autres sont nés dans des grandes familles. Écoute, moi, je lance une entreprise. Et puis, derrière, écoute, je sais qu'en cas de problème, papa peut te donner des milliards pour elle. Nous, on n'a pas cette assurance. On n'a pas cette assurance. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui montent des entreprises. Écoute, il n'y a pas de problème. Papa, écoute, me manque 200 millions, si tu peux me prêter. Non, viens, mon fils. Et la caisse de la famille. Nous, on est nés dans des familles pauvres et moyennes. Et aujourd'hui, là, tu n'as personne devant ni personne derrière, mais tu dois y croire. Donc, mais le problème, c'est que tu es face à des gens qui n'ont pas ton expérience. Je vous dis, j'ai des gens qui sont venus visiter l'usine, hein, et pas des moindres. Quand ils sont venus, ils ont regardé, ils peuvent rire jaune. Ils peuvent rire jaune, mais quand ils partent, quand vous les appelez, ils ne décrochent plus. Pourquoi? Parce que quelque part, pourquoi vous réussissez et pas vous? Donc la vérité que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que vous aurez toujours les gens qui ne vont pas croire en vous. Mais, malgré ceux qui ne croient pas en vous, vous avez toujours quand même une partie des gens qui vous font confiance. Votre famille. Ah oui, là, je peux remercier ma famille. Ma famille m'a beaucoup accompagné. Soutien moral. Parce que dans ces moments-là, il faut le soutien moral. Ouais. Parce qu'il y a des moments... Ma femme, je connais elle n'a pas dormi. Ma femme, mes amis, mes collaborateurs, ma mère, mes mères, mes frères, ils se sont battus. Pour donner une anecdote, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai arrêté de travailler. Je travaillais dans une grande entreprise agro-industrielle. J'ai arrêté le travail. On m'a dit, écoute, tu arrêtes le boulot. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai perdu mon fils. C'était en novembre. Mort, décédé. Et j'arrive à un niveau où j'ai investi tout ce que j'avais. J'avais plus rien. J'achetais même 500 francs. C'était difficile et compliqué. Je devais aller dans une mission en Guinée équatoriale pour rencontrer des investisseurs très importants. Parce qu'au regard de ne pas trouver d'investisseurs locaux, moi, j'ai voulu me lancer à l'international. Donc, je suis allé dans des pays voisins pour aller chercher des investisseurs qui étaient prêts à m'accompagner. Même le billet d'avion, je ne l'ai pas trouvé. Ma famille s'est mobilisée pour me trouver le billet d'avion, pour me trouver le séjour. Les amis se sont mobilisés pour me trouver le billet pour aller. Je suis parti là-bas. Quand je suis arrivé, malheureusement, les choses n'ont pas passé comme je voulais. Mais il y a eu un effet positif derrière parce que ça a permis de déclencher beaucoup d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à pouvoir démarrer dans quelques semaines. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, malgré les méandres de l'administration ou malgré les méandres de certaines personnes qui vont vous accompagner, vous avez une partie des gens qui croient en vous, qui disent non, on va te soutenir. Ta mère t'appelle tous les jours pour dire mon fils, comment ça va? Les premiers investisseurs. La famille, les premiers investisseurs, c'est les premiers investisseurs, c'est vous-même. Et les deuxièmes investisseurs, c'est votre femme et votre enfant. Et même encore que dans votre famille, vous avez encore même des personnes qui ne voient pas des mauvais œils que pourquoi c'est toi et vous. Ben là, c'est encore un autre sujet. Mais au final, il faut y croire. Il faut y croire parce que on a malheureusement, il ne faut pas que les entreprises que nous créons aujourd'hui soient des entreprises feu de paille. Exactement. Monsieur Olo, dernière question. Cette caméra est la vôtre. Vous avez la chance d'être l'un des entrepreneurs que nous allons recevoir ici juste après la prestation de serment du président de la République. Vous avez l'occasion de vous adresser à lui. Si vous aviez quelque chose à lui dire, qu'est-ce que vous lui direz? Votre caméra est là-bas chez Sanders. Monsieur le Président de la République, je suis parmi les 94,8% des personnes qui ont voté pour vous, qui ont cru en vous, qui ont cru en votre projet, et je garde soigneusement l'un des piliers que vous avez mis dans votre campagne, qui est celui d'accompagner l'agro-industrie. Ce n'est pas vous qui allez accompagner l'agro-industrie, c'est nous, en tant qu'entrepreneurs, qui devons accompagner cette agro-industrie à travers des initiatives privées. Aujourd'hui, je suis l'exemple d'un Gabonais qui démontre que le Gabon est capable de révolutionner l'agro-industrie, parce que je l'ai fait sans piston, je l'ai fait avec mes moyens propres pour démontrer qu'on est capable de faire. Ce que je vous demande, c'est de continuer dans cette lancée, et surtout, mettez des hommes. Mettez des hommes qui vont accompagner cette génération à pouvoir mettre en place des cadres, des environnements, des affaires favorables à l'initiative privée nationale. Et je sais compter également sur vous pour une visite à l'usine afin que vous voyez que le rêve que vous avez eu pour le Gabon, nous pouvons également l'interpréter pour vous afin que nous puissions réussir.
Je vous remercie. Merci, Monsieur Olo. Entreprendre dans l'agro-industrie, c'est souvent se heurter à l'invisible. Les freins systémiques, l'inertie des mentalités, le manque de soutien adapté. C'est choisir de miser sur le long terme quand tout pousse à penser court. Mais c'est aussi et surtout poser les bases solides d'une souveraineté économique réelle, celle qui passe par la transformation locale, la création d'emplois durables et l'indépendance productive. En créant Wilaf Gabon, Donald Olongema n'a pas seulement conçu une entreprise, il a lancé un signal fort, celui qu'il est possible, même sans tous les financements, même sans système rodé, de rêver, plus grand que ce que l'on attend de nous. Il nous rappelle que l'impact ne dépend pas uniquement des moyens, mais de la vision et de la constance avec laquelle on la porte. Son parcours met en lumière un enjeu fondamental, celui d'encourager les jeunes à oser l'industrie, à investir les terrains stratégiques trop souvent désertés et à croire que l'innovation ne se limite pas au digital, mais peut naître dans les champs, les ateliers, les usines, là où l'on transforme la matière et les réalités. Alors, à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui pensent que l'industrie est une affaire d'État ou de multinationales, cet épisode nous montre qu'elle peut aussi être l'affaire d'un citoyen engagé, d'un entrepreneur ténace, d'un rêveur lucide. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation avec, que vous retrouverez sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Merci à la super équipe technique qui m'accompagne, Fallon Ndambo, Ivanov Alonda et bien sûr Sanders. À très bientôt pour une nouvelle conversation qui, je l'espère, éveillera d'autres vocations. Au revoir, à la semaine prochaine.